Dans cette vidéo, nous allons traiter une partie de l'objectif d'apprentissage numéro 2 de la question du programme de terminale, comment lutter contre le chômage. Dans le détail, nous allons montrer quels peuvent être les effets négatifs de l'instauration et de l'augmentation d'un salaire minimum sur le chômage structurel, une autre vidéo visant à en présenter les effets positifs. Vous savez que nous nous intéressons dans ce chapitre à deux types d'institutions du marché du travail, le salaire minimum et les règles de protection de l'emploi. Et vous savez également que nous focalisons notre analyse sur le chômage structurel, c'est-à-dire la part incompressible à court terme du chômage dans une économie, laquelle tient cette part à ses caractéristiques, aux caractéristiques institutionnelles de l'économie précisément. Une première façon d'envisager les effets négatifs de l'instauration ou de la variation à la hausse d'un salaire minimum est de passer par une représentation graphique d'un modèle théorique de ce que serait donc le marché du travail. En abscisse, la quantité, les quantités de travail, en ordonnée, le prix du travail qu'on appelle le salaire, tout cela vous connaissez, c'est la copie conforme du modèle de marché présenté en première. Sur ce marché, une offre de travail est formulée par les ménages. Ce sont les femmes et les hommes qui proposent leur force et leur temps de travail sur ce marché, et une demande de travail est formulée à l'inverse par les entreprises, les employeurs, les entreprises et les administrations ont besoin de la force et du temps de travail des individus pour produire des richesses. Courbes d'offres et de demandes se croisent en un point pour lequel nous obtenons une quantité d'équilibre de travail noté N étoiles et un salaire d'équilibre noté W étoile. W pour wage, le salaire en anglais. Voilà cet équilibre sur le marché du travail. Dans cette représentation très simplifiée du marché, l'instauration d'un salaire minimum peut tout à fait être anodine. Imaginez, scénario numéro 1, imaginez que l'État annonce l'instauration d'un salaire minimum qu'on appellera W-1. Je rappelle qu'il faut comprendre cette instauration de la façon suivante. Les entreprises ne peuvent désormais plus payer une travailleuse ou un travailleur à un salaire inférieur à ce salaire minimum W-1. Tous les salaires devront être supérieurs. Eh bien, dans le cas de W-1, cela ne pose aucun problème, car W-1 est, vous le voyez ici en bleu, inférieur à W étoile, le salaire d'équilibre. Imaginons maintenant un deuxième scénario. Imaginons que l'État impose un salaire minimum W-2 tel que W-2 soit supérieur à W étoile. Le salaire minimum est toujours un prix plancher, vous le voyez ici en orange, on ne peut pas être payé en tant que travailleur moins que W-2 cette fois-ci. Et là, en théorie, cela se grippe. À ce salaire minimum élevé, plus de travailleuses et de travailleurs se portent sur le marché du travail et surtout, ils et elles augmentent le volume horaire de travail qu'ils proposent. On voit que l'offre de travail pour W-2 augmente. Réflexion typique de Monsieur Michu, ah ben moi, pour ce prix-là, je suis prêt à travailler beaucoup plus chaque semaine, voire si je ne travaillais pas, à me mettre à travailler tout court. Pour W-2, nous constatons bien que l'offre de travail devient supérieure à la demande de travail, ce qui nous conduit à constater que l'offre de travail est rationnée. Ce rationnement de l'offre de travail, c'est du chômage. Ce sont des individus qui souhaiteraient travailler, mais ne sont pas embauchés, car nous dit ce modèle très simplifié, le salaire minimum est situé au-dessus du salaire d'équilibre du marché. Le salaire est désormais donc plus élevé que ce que les employeurs sont prêts à payer. Alors, qui est touché en priorité par ce rationnement de l'offre de travail sous l'effet d'un prix plancher trop haut? Eh bien, principalement les jeunes et les travailleurs les moins qualifiés, nous disent les économistes Pierre Cahuc et André Zilberberg dans leur livre Les ennemis de l'emploi, le chômage, fatalité ou nécessité, publié en 2015. Ouvrage dans lequel ils estiment, pour le dire rapidement, que le SMIC français, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, ce SMIC est un prix plancher supérieur au salaire d'équilibre du marché du travail tricolore, comme nous venons de le voir, et que donc le SMIC est en partie responsable du chômage structurel touchant les jeunes et les moins qualifiés des travailleurs de notre pays. Alors bien sûr, nous pourrions nous arrêter là, mais cette présentation des enjeux
et cette représentation graphique sont très simplifiées, tellement simplifiées qu'elles en deviennent simplificatrices, c'est-à-dire réductrices. Pour analyser les effets négatifs de l'instauration ou de la variation à la hausse d'un salaire minimum sur le chômage structurel, mieux vaut éviter les généralisations et se pencher sur des évaluations plus circonscrites et plus précises. Car en matière d'évaluation des effets du salaire minimum sur l'emploi, aucune leçon générale, aucun principe valable toujours et tout le temps n'est à tirer, nous dit l'économiste Jérôme Gauthier. Pour dégager des résultats dont la validité est plus solide, bien que circonscrite à une économie en particulier à une certaine époque, rien de tel que les expériences naturelles. Ce sont ces événements dans les économies qui fournissent aux scientifiques des occasions rêvées pour étudier les phénomènes qui les intéressent, comme s'ils avaient pu les reproduire et les analyser en laboratoire. On ne peut pas simuler une hausse du salaire minimum en observant dans un laboratoire comment les employeurs et les travailleurs réagiraient à cette hausse. Les entreprises vont-elles moins embaucher? Les travailleurs vont-ils augmenter leur offre de travail? Difficile d'obtenir la réponse, car l'économie n'est pas une science de laboratoire. Mais des événements réels se rapprochent toutefois des conditions d'une expérience parfaite. C'est ce qui est arrivé en Hongrie entre 2000 et 2002. Deux économistes, Peter Arastosi et Attila Lindner, ont récemment publié un article intitulé Who Pays for the Minimum Wage dans l'American Economic Review, qui paye pour le salaire minimum, une étude fondée sur une quasi-expérience naturelle en Hongrie donc. En effet, dans ce pays, le salaire minimum a presque doublé entre 2000 et 2002. Une hausse spectaculaire, rarissime, une hausse qui fournit ainsi un cadre idéal pour étudier les effets concrets de l'augmentation d'un salaire minimum. Et qu'ont observé ces économistes? Qu'ont été les effets de ce doublement du salaire minimum en Hongrie en 2 ans seulement? Premier résultat de l'étude. Cette forte hausse a bien créé du chômage. Mais cette hausse, et ce sont les auteurs qui le disent, cette hausse, elle est très modeste et très variable d'un secteur d'activité à un autre, tant et si bien qu'il n'est pas pertinent d'avancer un chiffre global pour l'économie hongroise dans son ensemble. En revanche, deuxième effet, ce dont les auteurs sont sûrs, c'est que la sensibilité, l'élasticité, dit-on en économie, la sensibilité à la hausse du salaire minimum du secteur exposé, est 7 fois plus importante que celle du secteur protégé. Ce résultat, il est très important et nous allons prendre le temps de le comprendre ensemble. D'abord, qu'est-ce que le secteur exposé? C'est le secteur regroupant toutes les activités exposées à la concurrence internationale, notamment les activités industrielles. Par exemple, un constructeur de voitures fait partie du secteur exposé. Aujourd'hui, on peut construire comme Renault le fait une voiture en Turquie, au Brésil, en Chine, en France ou en Roumanie pour la vendre dans n'importe quel pays. Eh bien, la sensibilité des employeurs de ce secteur à la hausse du salaire minimum en Hongrie a été très élevée. Mais il est un secteur dans lequel la sensibilité à la hausse de ce salaire minimum est faible, voire nulle, nous disent Arastosi et Linder. C'est le secteur dit protégé, dans lequel on trouve toutes les activités productives non délocalisables, non exportables à l'étranger. Fabriquer une voiture pour Monsieur Michu, on peut le faire partout dans le monde, ou presque. En revanche, le service d'un agent d'entretien venant nettoyer la maison de Monsieur Michu ou le service de la restauratrice chez qui Monsieur Michu va déjeuner une fois par mois, eh bien, tout ça n'est pas délocalisable. Vous pouvez tout à fait conduire une voiture fabriquée en Turquie, mais il est impossible de faire venir par avion depuis Istanbul votre agent d'entretien chaque semaine ou les petits plats que vous aimez déguster. Autrement dit, quand le salaire minimum augmente, vous n'avez pas d'autre choix que de payer plus cher en tant que consommateur. La demande d'emploi de ce secteur protégé, constitué d'activités non délocalisables comme les services à la personne ou l'hôtellerie-restauration, on vient de donner ces exemples, eh bien, cette demande est donc peu sensible à la variation du salaire minimum. Pour le cas hongrois, entre 2000 et 2002, la différence de sensibilité est de 7 entre le secteur protégé et le secteur exposé. C'est-à-dire que quand le secteur exposé a supprimé 7 emplois
à cause du doublement du salaire minimum, le secteur protégé n'en supprimait qu'un seul. Troisième résultat de l'étude d'Arastosi et Lindner, troisième effet négatif du doublement du salaire minimum en Hongrie entre 2000 et 2002, le stock de capital dans ce pays avait cru de 27% 4 ans après la hausse, nous disent les auteurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie tout simplement que les entreprises ont substitué des machines aux travailleurs. Les travailleurs coûtaient plus cher, on les a en partie remplacés par des machines. Quatrième et dernier résultat de cet article, et c'est le principal, la hausse du salaire minimum a été répercutée à 75% sur les ménages par une hausse des prix à la consommation et à 25% sur les employeurs par une baisse des profits. Qu'est-ce que cela signifie encore? Tout simplement que face au doublement du salaire minimum, les entreprises hongroises ont répondu de deux façons. Elles ont massivement augmenté leur prix de vente, c'est le consommateur qui paye, et elles ont un peu réduit leurs profits. Ce sont les propriétaires des moyens de production qui cette fois trinquent. Alors deux scénarios, nous dit Jérôme Gauthier, dans cette configuration. Soit le profit des entreprises qui baisse, je le rappelle, soit le profit des entreprises correspondait à une rente, perçue de façon un peu indue, pas très légitime, soit ce profit servait l'investissement, notamment l'investissement dans l'innovation. Diminuer le profit, entre guillemets, utile, c'est, nous dit Jérôme Gauthier, prendre le risque de diminuer l'investissement, donc de ralentir à plus long terme la création de richesses et donc la création d'emplois. Nous travaillons, je vous le rappelle, sur les effets négatifs de l'instauration et de la hausse du salaire minimum sur le chômage structurel. Le premier et le principal élément à retenir est que le salaire minimum peut, j'insiste sur le peut, car nous aborderons les effets positifs dans une autre vidéo, le salaire minimum peut engendrer du chômage structurel quand il est supérieur au salaire d'équilibre d'un marché du travail. Ce chômage supplémentaire, il touche en particulier, je le rappelle, les travailleurs et les travailleuses les moins qualifiés, les travailleurs et les travailleuses entrant sur le marché du travail, les jeunes quoi, et puis les travailleurs du secteur dit exposé, c'est-à-dire exposés à la concurrence internationale. Mais la hausse ou l'instauration d'un salaire minimum dans une économie peut aussi produire deux autres effets à moyen et long terme. En renchérissant le coût du travail, elles incitent ces hausses les employeurs à substituer le capital au travail, c'est-à-dire dans une certaine mesure à remplacer les travailleurs et les travailleuses par des machines. Ceci augmente également la part structurelle du chômage dans une économie. L'autre effet, c'est qu'en renchérissant toujours le coût du travail, la hausse ou l'instauration d'un salaire minimum dans une économie peuvent également diminuer le profit, ce qui pourrait baisser l'investissement, donc la production future, donc l'emploi futur, et là encore aggraver le chômage structurel.